Bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus, en sachant pour les nouveaux que la réunion se termine par le moment le plus important, c'est-à-dire l'apéritif, et donc on prend ce temps-là pour échanger, si vous le voulez bien. L'actualité locale est un peu plus riche en ce moment, puisque hier, nous avons procédé, quand je dis nous, ce sont les conseillers municipaux, à l'élection d'un nouveau maire et aujourd'hui d'un nouveau président pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Le sujet de la réunion, et j'y viendrai, c'est un sujet un peu historique et sans faire d'archéologie politique, c'est un sujet, vous allez le voir, il nous a été suggéré, qui n'est pas sans conséquence pour l'avenir. Mais pour parler de l'actualité très vive et quasi brûlante, vous avez peut-être tous suivi la condamnation du maire, ou de l'ancien maire, Hubert Falco, pour un recel de détournement de fonds publics. L'ancien président du conseil départemental, lui, étant condamné pour le détournement. C'est une affaire qui s'appelle le frigo. La justice a déterminé qu'Hubert Falco avait profité de repas, soit sur place, soit mis dans un frigo, mais aussi de frais de pressing, escalité autrefois de président du conseil général du Var, qu'il n'était plus depuis 2002, mais quelques avantages qu'il a continué à utiliser, peut-être sans y faire attention. En fait, entre nous, la vérité, c'est comme il s'est toujours considéré comme président du Conseil général, il n'a jamais compris qu'il devait en fait céder sa place, à la fois dans le bureau, mais aussi dans les décisions, et aussi dans les avantages qui, parfaitement légaux, parfois même légitimes, peuvent être ceux d'un président de collectivité. Cette décision sur laquelle il a interjeté appel, mais a été, ironie du sort, astreinte d'une sanction immédiate, d'un effet immédiat. Et je dis qu'il y a là le paradoxe, c'est que cet effet immédiat est une loi qui a été votée par les parlementaires. En France, dans notre système, ce sont les parlementaires qui votent les lois, et il a lui-même voté cette loi par laquelle il a un effet immédiat. Alors ce qui, là aussi entre nous, est un petit peu un aspect bizarre dans la législation, puisque normalement, quand on fait appel, l'appel est suspensif, mais on a appliqué au personnel politique ce qu'on applique aux grands bandits, qui, notamment les trafiquants de drogue, qui profitaient, en voyant qu'ils allaient être condamnés, qui avaient un jugement en première instance, profitaient de l'appel pour partir, notamment se cacher à l'étranger. Je ne suis pas persuadé qu'Hubert Falco serait parti se cacher à l'étranger, mais après tout, puisqu'il a lui-même, en donnant très certainement, d'ailleurs comme il sait le faire, des leçons de morale, voté cette loi pour la transparence de la vie politique, il tombe à effet immédiat par une loi qu'il a lui-même votée, c'est lui que ça regarde. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, nous assistons à un changement d'air politique, forcé par la justice. Là aussi, il fait appel, mais alors qu'on dit que tant que l'appel n'est pas jugé, il y a présomption d'innocence, il faut savoir que dans cette affaire, il y a déjà des reconnaissances de culpabilité définitives. Et donc les faits, la justice ne reviendra pas dessus. Peut-être qu'en appel, la peine sera amoindrie, mais les faits ont été d'abord reconnus par des directeurs généraux et des directeurs adjoints des services du département, et eux ne font pas appel puisqu'ils étaient passés par une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Et Hubert Falco lui-même, d'ailleurs, au procès, a reconnu un certain nombre de faits, mais en expliquant que selon lui, selon son interprétation, ça n'était pas délictuel. La justice, elle a déterminé par des règles de droit. En tout état de cause, je vous le disais, nous assistons à un changement d'air politique. Notre mouvement, à Toulon, pèse un poids très important dans l'électorat, avec des difficultés sur une élection particulière, l'élection municipale. À Toulon, notre mouvement politique, aujourd'hui le Rassemblement national, nous sommes les héritiers d'un grand mouvement qui s'appelait le Front national, nous avons gagné une élection municipale en 1995. Et lorsqu'en 2001, Hubert Falco est devenu maire de Toulon,
s'est construit une espèce d'image d'Épinal, un récit qui n'a pas été contredit, et là aussi, entre nous, on peut reconnaître nos torts, nos faiblesses ou nos carences par, je reprends le terme de faiblesse, par notre faiblesse politique locale d'alors. Quand Hubert Falco devient maire de Toulon en 2001, il y a 3 listes, entre guillemets, héritières de notre courant politique. Celle de Jean-Marie Le Chevalier, le maire sortant, qui réalise 5%. Celle qu'on pourrait dire à l'époque de ce qui était le MNR, le Mouvement National Républicain, qui réalise un score encore moindre. La liste du Front National, qui fait 6%. Les 3 listes font moins de 15%. Et quoi qu'il en soit, elles se présentent dès le premier tour en ordre séparé. Et avec la victoire d'Hubert Falco, personne dans notre mouvement politique ne va, à partir de 2001, prendre les rênes de la contre-attaque et défendre ce qui était défendable dans notre bilan. Car s'il y a une défaite en 2001, il n'y a pas une situation aussi catastrophique, et ça va être le fond de notre propos ce soir, il n'y a pas une situation aussi catastrophique que celle que nous avions trouvée en 1995, quand nous sommes arrivés à la tête de la ville. Quelques dates, parce que c'est donc important. Le 18 juin 1995, au 2e tour de l'élection municipale, vous avez 2 places, hop, au milieu, si vous voulez. Dans le cadre du second tour de l'élection municipale, Jean-Marie Le Chevalier gagne en triangulaire et est élu, enfin, la liste de Jean-Marie Le Chevalier est élue majoritairement, et Jean-Marie Le Chevalier sera élu maire de Toulon par le conseil municipal 5 jours après cette élection du 18 juin. Les premières années se passent de notre côté, tout à fait normalement, mais très vite se lance une hystérie du système politique, du système médiatique, de ce que l'on pourrait appeler du système artistique, pour encore que le mot artistique, pour ce qui concerne un certain nombre de ces personnes, puisse être discuté. Chacun a ses goûts. Mais très souvent d'ailleurs du système artistique subventionné, parce que ça va vraiment être là le terme, hein, on peut avoir tous les goûts et les couleurs sont possibles dans la nature, mais quand on est subventionné par l'argent public, on a au moins la décence d'essayer d'être un minimum consensuel. Or ces gens gavés d'argent public eh bien ne le sont pas, et en fait cherchent par leur art, et parfois soi-disant art, à modeler l'opinion, à modeler la société dans des orientations qui, elles, sont purement idéologiques avec des objectifs très aboutis. Mais donc 1995, élection du Front National à la tête de la ville de Toulon. À l'été 1995, un homme décède dans sa cage d'escalier, il est retrouvé en bas de sa cage d'escalier. Il était adjoint au maire et directeur de cabinet du maire de Toulon, et il a été l'artisan de la victoire de 1995. C'est un homme brillant, à la vie personnelle particulière, qui a d'ailleurs peut-être expliqué ce qui sera sa fin dans la cage d'escalier. Mais Jean-Claude Poulet-Dachary, qui avait été légionnaire, qui avait été rédacteur en chef du magazine de la Légion étrangère, était un militant brillant de la cause nationale, un journaliste remarquable et qui tenait une revue, un journal qui s'appelait Le Patriote du Var, et qui a fait, pour notre courant politique, trembler le système en place, qui était le système de la pseudo-droite, de toutes les affaires qui ont baigné le milieu varois. Et Jean-Claude Poulet-Dachary avait ébranlé ce système-là, avait révélé un certain nombre de ces affaires. On est, je vous le rappelle aussi, vous l'avez vécu, connu, vous vous souvenez encore, on est encore dans les secousses de l'assassinat immonde de la députée Yann Pia, qui, tout en nous ayant quittés,
était une femme, là aussi, courageuse, et qui a été assassinée par de jeunes bandits. Il y avait vraiment un contexte d'affaires, de magouilles, de menaces et d'intimidation. Et Jean-Claude Poulet-Dachary avait fait beaucoup pour notre essor à Toulon. Jean-Claude Poulet-Dachary meurt, et quand la cheville ouvrière d'une victoire électorale et d'une capacité de gestion municipale disparaît comme ça aussi brutalement, ça a déjà posé un certain nombre de difficultés. Je vous le disais, le système politico, médiatico, artistico, tout ce qu'on veut en co, s'était déchaîné, le fricot, s'était déchaîné contre nous. Vous vous souvenez là aussi de l'affaire de Château-Vallon. En fait, on prétendait qu'il y avait à Château-Vallon une liberté artistique telle qu'on pouvait subventionner avec les impôts des Toulonnais des gens qui crachaient sur la main qui les nourrissait. À la fois la majorité municipale qui votait ces subventions, mais du coup, subventions, argent public qui ne venait que de l'impôt des gens. Et Jean-Marie Le Chevalier avait demandé un peu de modération, qu'on soit là aussi minimum consensuel. Enfin, le milieu artistique, le théâtre vivant, n'a pas à faire de politique et en tout état de cause doit conserver un minimum. On peut être un peu satirique, mais doit conserver un minimum de... Château-Vallon, pas du tout. La fête du livre, où largement subventionné là aussi par la ville de Toulon, on propose de remettre le prix à une personnalité du monde littéraire. Là aussi, on peut aimer, ne pas aimer, mais pas du tout consensuel, et qui venait à Toulon recevoir son prix pour, avait-il dit, lutter contre la bête immonde qui avait pris la ville de Toulon. Là aussi, quand on est organisateur de quelque chose, quand on est invité par les organisateurs, ça demande soit un mot d'excuse en disant « je préfère pas », soit un minimum de décence. Marek Alter, puisque c'était lui, n'avait pas du tout décidé de rentrer dans cette décence, et puis la chose avait été combinée. Les libraires, du coup, voyant que le choix de Marek Alter était contesté, ont décidé de se retirer pour la plupart. Du coup, très bien, puisque les stands sont vides, que toutes les éditions qui veulent venir viennent. Et forcément, quand on appartient à une famille politique, à un courant politique et intellectuel qui a là aussi des médias, mais comme ça existe, d'ailleurs, moi je suis libéral là-dessus, je grand bien face à Libération, à l'Humanité, ou ici à la Marseillaise, l'Humanité régionale, enfin le journal L'Humanité régionale, l'équivalent, qui sont des presses d'opinion, mais grand bien face d'ailleurs que cette presse d'opinion existe. Mais est-ce que c'est choquant qu'une autre presse d'opinion, plutôt que de droite nationale, exista aussi et soit aussi accueillie comme l'Humanité, Libération? Ça n'étonne personne dans les médiathèques de voir l'Humanité, Libération, la Marseillaise, journaux d'opinion. Nous on avait présent. On a fait aussi venir présent, on n'a pas dit aux autres de ne pas venir, mais on a dit on va faire aussi venir et donner une véritable diversité. Tout le monde parle de diversité, on parlait déjà de diversité, mais la diversité elle n'existait que entre eux. Vous voyez, c'est comme hier au conseil municipal, je fais un peu de pub, mais je me suis permis de dire que, par exemple, au Pont du Las, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu de diversité. Parce que quand on nous a vendu la diversité au Pont du Las, aujourd'hui quand on va au Pont du Las et qu'il n'y a plus une seule boucherie traditionnelle, en fait on constate qu'il n'y a plus de diversité, il n'y a plus que de la boucherie halal. C'est un symbole, un symptôme, une illustration très concrète de ce qui est en train de se passer. Château-Vallon, fête du livre... En fait, on se rend compte que dans tout ce système-là, on est harcelé, l'image de Toulon est décriée dans les médias, on explique que c'est abominable. En fait, si quelqu'un ne passait pas le panneau Toulon, en écoutant les médias, on pouvait croire qu'en arrivant, en entrant à Toulon, dès le passage du panneau Toulon, il y avait des pluies de sauterelles. Et puis la mer s'était retirée d'ailleurs, on ne pouvait se baigner qu'à Tamaris et aux Sablettes, mais Toulon il n'y avait plus de plage, plus de mer, enfin c'était le cataclysme. Voilà l'image qui était vendue. Malgré tout, cette majorité, elle a tenu. Elle a tenu, et alors qu'elle avait trouvé une situation de quasi-faillite, le préfet pensait mettre la ville sous tutelle, une dette abyssale, et malgré le sectarisme politique, à l'époque du président du Conseil général, Hubert Falco, tiens donc, qui a fermé les robinets de toutes les dotations. Il ne versait plus que ce qui était obligatoire et imposé par l'État. Mais alors, on pouvait toujours y aller pour... voilà.
Eh bien, la municipalité commence à réaliser un certain nombre de projets. Ah, pas tous, peut-être que ça n'a pas été parfait, mais les réalisations, elles ont existé. Quand vous rentrez à Toulon, quand vous revenez le soir à Toulon, et que vous passez par la porte des Oliviers, vous voyez, c'est au niveau de l'entrée du tube, du tunnel, je vous reparlerai du tunnel, mais que vous rentrez, là, le côté est de Toulon, vous avez la porte des Oliviers avec de très belles plantations, avec des moulins à huile qui ont été reconstitués et qui étaient des moulins à huile qui avaient été laissés à l'abandon dans les greniers d'un certain nombre de nos bâtiments publics. Voilà une réalisation. Celle à côté, le Palais Liberté. Alors vous avez un panneau, ça a été inauguré par Hubert Falco, mais c'est pas lui qui lance les travaux. Et puis on pourrait, comme ça, la médiathèque du Pont-du-Lac, c'est Hubert Falco qui l'inaugure, mais c'est pas lui qui lance le projet. Et vous pouvez, ça et là, aller voir, retrouver un projet, tiens, le projet tramway. Alors le projet tramway, il a été enterré par ceux qui gèrent aujourd'hui la métropole, mais à l'époque, c'était pas le projet que du Front National, c'était le projet validé par le maire de la Seine, et par celui d'Oulioul, et par celui de La Valette, et par celui de la Garde. Il y avait un consensus, il y avait un grand projet d'infrastructure de transport qui, à la fin des années 90, était assez cohérent par rapport aux besoins. Alors, c'est sûr que 30 ans après, quand rien n'a été fait depuis, tout ce qui avait été engagé a été annulé. Falco nous disait même, ils ont même commandé les rames. Oui, on anticipe. Le projet tramway devait voir le jour et on avait techniquement avancé sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ce projet fut l'un des rares à recevoir un financement du Conseil général, mais parce qu'il n'intéressait pas que Toulon, et qu'il intéressait aussi les communes de ce qui deviendra une agglomération techniquement, mais qui était déjà l'aire toulonnaise. Et Hubert Falco, ça ne l'avait pas dérangé de financer le tramway à l'époque. Et donc, sur tous ces projets, on essaye d'avancer. Et puis, alors ça c'est propre à l'interne, fin 98, il y a dans notre mouvement politique, au Front National, une cassure, une scission, une querelle d'hommes, dont on ne va pas s'appesantir ce soir sur les torts, les raisons de chacun. Moi, à l'époque, j'étais jeune militant, je commençais à militer, je suis plutôt resté très fidèle au Front National, mais j'ai beaucoup d'amis ou de gens, présents même ce soir, qui ont plutôt penché vers ce qui est devenu le mouvement national républicain, qui a fait long feu, ça n'a pas duré très très longtemps. Mais cette scission, elle fait que 60% des cadres et des élus partent avec celui qui était le numéro 2, Bruno Maigret. Et dans nos communes, les communes que nous gérions, 95, on gagne 3 villes symboliques, Toulon, Orange, Marignane. 1997, on gagne la ville de Vitrolles, avec Catherine Maigret, l'épouse de Bruno Maigret. Et dans ces majorités-là, eh bien, les choses se fissurent comme elles se fissurent en interne dans le mouvement. Et notre majorité se divise en deux. Pro-Le Pen, anti-Le Pen. C'était la personnalité de Jean-Marie Le Pen qui, entre guillemets, faisait le clivage. Et puis, les semaines ont avancé, et Jean-Marie Le Chevalier, qui avait trouvé qu'il était, parfois, alors qu'il était resté dans le côté pro-Le Pen, mais qui trouvait que Jean-Marie Le Pen n'avait peut-être pas à son égard beaucoup de respect, que voilà, il y avait un peu de vexation humaine, là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Jean-Marie Le Chevalier, au fur et à mesure, s'éloigne de Jean-Marie Le Pen et prend son autonomie. Une majorité municipale, c'est pas Peace and Love, c'est 3 groupes. Et là, commence le Chevalier, groupe Le Chevalier, MNR, FN. J'ai schématisé un peu. Là commence ce que Maurras appelait l'hommerie, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Voilà, alors on essaye de tirer plus la couverture à soi. Et puis une affaire, JT, Jeunesse Toulonnaise, qui est une association paramunicipale qui avait été fondée pour animer, pour organiser des activités concernant la jeunesse. Il y a un grand projet qui avait été d'ailleurs acheté, financé par la municipalité FN, qui est
Vallon du Soleil, à Lagarde, à l'époque, là aussi, il n'y avait pas, il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas de communauté d'agglomération, TPM n'existait pas, et il fallait du foncier, il fallait faire pour les activités, le Vallon du Soleil, et d'ailleurs le Vallon du Soleil a continué de nombreuses années après, sans qu'on rappelle que c'était la municipalité de Jean-Marie Le Chevalier et l'association Jeunesse Toulonnaise, mais on a eu à la tête de l'association Jeunesse Toulonnaise des gens qui n'ont pas été honnêtes, qui ont été condamnés, et autour de Jeunesse Toulonnaise, il y a eu énormément de crispations. Or, vous savez qu'une majorité municipale, elle vote chaque année le budget. Le budget. Oui, c'est... Voilà. Alors, je commence une dyslexie ce soir. Le budget. Pardon. Je vais me mettre devant pour pas voir que j'ai fait des ratures. Et, avec cette division, avec cette affaire de Jeunesse Toulonnaise, avec des tiraillements internes, le budget n'est pas voté. Et effectivement, les 2 derniers budgets ne sont pas adoptés ou pas intégralement et rendent un peu les choses très complexes, ce qui d'ailleurs nous offrira la sanction immédiate en 2001, qui n'était pas si anormale que cela, entre nous soit dit. À partir du moment où on se divise, les électeurs sont déçus et la sanction, elle est immédiate. Les tiraillements humains, les batailles d'ego, c'est rarement de bonne aloi et ça ne donne rarement de franc succès ou de succès durable. Notre erreur, notre seule erreur, et c'est ce qu'il faut retenir, ça a été ces tiraillements humains et qui effectivement nous ont mis dans des difficultés techniques, administratives et budgétaires du fait de notre division. Mais pas du tout du fait de notre gestion. Encore une fois, une affaire délicate, Jeunesse Toulonnaise, dans laquelle le maire de Toulon n'est pas condamné. On parle beaucoup des condamnations de Jean-Marie Le Chevalier, mais il y en a une qui n'est pas une affaire de frais, de dissimulation, de dépenses, d'avantages indus qu'il aurait reçus. Je vous ai parlé de la mort de Jean-Claude Poulet-Dachary. Il y a eu, dans ce contexte, 2 personnes de notre service d'ordre qui, un soir, quelques heures ou quelques jours après l'assassinat de Jean-Claude Poulet-Dachary, ont croisé en bas de l'appartement, en bas de l'immeuble de Jean-Claude Poulet-Dachary, une personne un peu étrange, un marginal, et elles ont obtenu de savoir qui c'était, et elles ont compris qu'il était peut-être lié à l'affaire. Elles en ont parlé à Jean-Marie Le Chevalier, et Jean-Marie Le Chevalier n'a peut-être pas eu envie que la vérité sur les comportements de Jean-Claude Poulet-Dachary sorte. En fait, ça aurait été un amant payé, quelqu'un qui était payé pour des prestations de plaisir pour cet homme-là. Et il a dit n'en parlez pas. Et lorsque cette personne, quelques mois plus tard, sera arrêtée, elle dit qu'elle avait été contrôlée, elle pensait qu'elle était contrôlée par la police, et elle a reconnu les personnes du service d'ordre parce qu'elles étaient dans l'entourage du maire, et Jean-Marie Le Chevalier a été condamné pour subordination de témoins, pour en gros avoir demandé à des gens de ne pas dénoncer ce qu'ils avaient ressenti. C'est tout. Encore une fois, on n'est pas dans des affaires judiciaires telles qu'on pourrait en voir les échos aujourd'hui ou telles qu'on a pu en voir d'autres échos par le passé. 2001, la sanction, elle tombe. De ces divisions, résultat électoral, élimination dès le premier tour, nos 3 listes sont dépouillées. Il y avait une 4e liste qui s'était présentée, qui est la liste dont la tête de liste était l'ancien préfet du Var, un Corse, Jean-Charles Marchiani, qui avait d'ailleurs, quand il était préfet du Var, était assez courageux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe NTM, dont les 3 lettres avaient une signification tout à fait poétique, quand on parlait d'art. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra, au moment de l'apéritif... Mais quand ce groupe NTM veut se produire à Toulon, on juge que ça n'est pas opportun et le préfet suit l'avis du maire et fait interdire ce concert de ce groupe de rap.
Marcani était un type, des réseaux passois, on en pense ce qu'on veut, mais dans les idées, un peu de la droite souverainiste quand même. Et donc, il a été de surcroît à l'élection de 2001 un concurrent de poids. D'ailleurs, il s'est qualifié, lui, pour le deuxième tour, où figurait aussi le député socialiste Oded Casanova, à la tête d'une liste socialiste, et Hubert Falco à la tête d'une coalition RPR-UDF, lui qui était maire de Pignan et président du Conseil général, et c'est lui qui gagnera en 2001. Je vous laisserai une petite feuille qui reprend quelques éléments chiffrés, et j'en terminerai par là avant de passer, si vous le voulez, à vos questions. Grâce à la politique de réduction des dépenses de fonctionnement, malgré la confiscation des subventions du département par Hubert Falco, la dette de la ville, qui était de 290 millions d'euros, je parle en euros, à l'époque elle était libellée en francs, pour qu'on se rappelle bien les équilibres et qu'on voit aujourd'hui comment tout cela a évolué. La dette, elle a été réduite de 27% en 6 ans, avec quelques difficultés financières, il y avait des ressources en moins, et il faut se souvenir, en 1998, la baisse des taux de fiscalité. C'est-à-dire qu'il y avait eu un effort qui avait été fait en termes de fiscalité. Moins 30% de dette, on rend la ville moins endettée, et beaucoup moins endettée que beaucoup d'autres grandes communes en France. Les taux d'imposition ont baissé de 6%, et depuis 1998, depuis cette baisse des taux, les taux n'ont jamais évolué. C'est-à-dire qu'Hubert Falco continue à maintenir les taux qui avaient été diminués par la majorité de Jean-Marie Le Chevalier. Il y a eu l'augmentation des effectifs de police, il y a eu de l'îlotage des postes de police municipale dans les quartiers qui avaient été placés. Il y avait eu d'ailleurs la brigade équestre aussi, on voyait deux policiers à cheval, plage du Mourillon, ce qui rapprochait le lien, notamment avec les plus jeunes, entre nos agents de police et la population. Il y a eu de très nombreuses réalisations, j'en ai passé quelques-unes, mais j'avais oublié le musée des arts asiatiques au Mourillon, la Villa Jules Verne. Quand on vient des plages du Mourillon, qu'on quitte les plages, qu'on passe devant le Fort Saint-Louis, on a juste avant d'arriver sur la Mitre une très belle bâtisse, c'est le musée des arts asiatiques, le musée de la figurine qui n'existe plus, qui maintenant est le musée de la photographie, mais il y avait aussi une rénovation dans la basse ville de Toulon, il y avait la rue des métiers qui avait été inaugurée et qui permettait de mettre en avant un certain nombre de métiers d'artisanat, l'école Saint-Louis, la halte garderie Loupitchoun, le théâtre Poquelin, le palais de Liberté, ça j'en ai parlé, la mairie annexe du Pont du Las, le centre de loisirs Ballon du Soleil, beaucoup de choses qui ont été faites. Peut-être pas assez au lieu de certains, mais c'était loin et du cataclysme, et du vide, et de la déshérence. Et puis le tunnel, on a armé la police municipale. La seule chose de bien qu'a fait Hubert Falco à un moment, ça a été de créer une brigade canine, mais d'ailleurs qu'il a arrêté puis qu'il a remis. Brigade canine d'ailleurs où on lui avait demandé de pas trop nourrir les chiens. Alors la majorité, c'était il y a 4-5 ans, la majorité municipale me regardait, j'étais revenu en disant il faut pas trop de nourriture, parce qu'on votait la nourriture aussi, les frais de nourriture pour les chiens. Est-ce qu'on pourrait pas diminuer un peu les frais de nourriture pour les chiens? Comprenez, ces braves bêtes, elles doivent manger. Oui, mais il faut leur laisser un peu d'appétit. Si on veut qu'elle aille chercher et mordre le délinquant, alors là, oh là là, il veut faire attaquer les chiens. Enfin bon, ils n'ont même pas d'humour. Ces gens sont parfois tristes. Et je vous parlais du tunnel quand on parlait de la porte des Oliviers. Le tunnel, quand je suis né, je crois que c'était le début du projet de tunnel. 89. Un peu avant 89. Je crois que 89, c'est le début des travaux. C'est le début des travaux. Non, 90. Début des travaux, 90. J'ai 89 à gauche, 90 au milieu. Qui dit mieux? J'ai commencé à livrer en 90. Ah, alors si Thierry a livré en 90, Je suis rentré à PMP en 88. et tu étais en 88 et t'as pas livré avant. 90, début des travaux, 89, les études, fin des études. Le toboggan bleu. Eh bien, ce projet de tunnel a fait partie des plus longs travaux et d'un coup s'est arrêté. Et il a été relancé par la volonté d'un homme, d'un seul, et de financement qu'il a su lever, c'était Jean-Marie Le Chevalier. Mais là aussi, c'est Hubert Falco qui a inauguré le premier tube. On doit beaucoup à Hubert Falco pour le second tube. C'est vrai qu'à partir du moment où il a été maire de Toulon, puis ministre,
Il a construit sa stature sur ses fantasmes concernant le cataclysme du Front National à Toulon, dont il a sauvé l'honneur et sauvé la vitalité de la ville qui était au bord. C'est homérique. Au conseil municipal, il expliquait qu'une fois, il nous a dit « Moi, c'est quand j'ai été maire que j'ai ouvert la mer aux Toulonnais. » Alors je prends la parole, je dis je crois que les plages du Mourillon ne vous doivent pas grand chose. Mais non, mais avant il y avait des murs et des barbelés. En fait, il parlait non pas des plages du Mourillon, mais de la plage de la Mitre, qui ne lui doit rien du tout, mais simplement la plage de la Mitre qui était un terrain militaire à l'époque, à la grande époque de l'armée, où il y avait beaucoup d'appelés, où il y avait un certain nombre d'activités. La plage de la Mitre, c'est comme énormément de casernes partout en France. C'est comme si un maire disait grâce à moi, on a récupéré telle caserne. Non, pas du tout. C'est par la diminution des effectifs de militaires qu'on a vidé des casernes. Et l'armée, bien contente de céder du foncier qui commençait à lui coûter très cher, elle le donne à qui? Elle ne va pas le donner au pape. Elle ne va pas le donner aux Allemands. Ni aux Algériens, encore que au FLN, on en a filé des propriétés. Mais enfin, on les donne aux communes. Et donc, les plages de la Mitre sont passées dans l'escarcelle des communes, comme les casernes, partout en France, sont passées, tous les terrains militaires sont passés dans l'escarcelle des communes. Mais bon, on n'était pas à une exagération près par Hubert Falco, mais il nous expliquait, moi je devais tirer les barbelés quand j'étais plus jeune pour aller à la plage. Bref. Et donc, si on lui doit le deuxième tube, il inaugure le premier tube, mais c'est Jean-Marie Le Chevalier qui avait à l'époque relancé les travaux. Pour conclure, parce que j'ai déjà été... Alors, on a toujours la contestation des chiffres sur le début des travaux du tunnel, 89 ou 90. Est-ce que vous voulez bien suivre votre débat d'experts pendant l'apéro et juste laisser la conclusion? Le tunnel sous la Manche a démarré après et a fini beaucoup avant. Oui. 50 et quelques kilomètres contre 2 km. Ouais, mais la Manche, c'est moins compliqué que Toulon. C'est pas vrai. Non, mais voilà. En un mot commençant. Il faut reconnaître nos erreurs humaines. Le poison de la division n'est jamais bon et la sanction électorale est là. Malgré nos divisions humaines, il ne faut jamais oublier de faire en politique, comme dans le monde de l'entreprise, comme dans le commerce, du service après-vente. Ce qu'on n'a pas su faire. Il ne faut pas laisser aux concurrents, pardon de filer la métaphore mercantile, mais il ne faut pas laisser aux concurrents la possibilité de raconter seuls ce qu'ils fantasment, ce qu'il aimerait bien que l'on croit qu'il s'est passé. Il y a des hommes qui sont, comme tous les hommes, perfectibles, qui ne sont pas forcément des chefs capables de poser une autorité naturelle, qui ne réussissent pas à maintenir la totale unité, qui parfois écoutent des gens qu'ils voient un petit peu trop souvent. Quand on fait de la politique en couple, c'est pas toujours de bons conseils dans la même équipe. Il faut savoir parfois, ça peut altérer des jugements. On pourrait parler de plein de raisons. Mais nous n'avons pas à avoir honte. Ils aimeraient tellement que nous continuions à avoir honte de notre bilan. Ils voudraient tellement, après nous avoir craché dessus pendant 50 ans, que nous ayons honte du passé de notre mouvement. Mais je rappelle qu'à Toulon, ce que nous avons fait et que j'ai essayé d'égrener un peu rapidement, ou peut-être trop longuement pour certains d'entre vous, ou au niveau national dans notre mouvement, nous avons toujours été francs. Nous n'avons jamais cherché à louvoyer, à contourner, à essayer de nous trouver des excuses pour ne pas faire ce qui était important de faire ou pour ne pas dire ce qui était important d'être dit. Nous avons été, pour là aussi partir peut-être sur la politique nationale, les premiers à alerter le peuple français sur le péril de l'immigration massive. Ça n'était pas du racisme, ça n'était pas de l'ostracisme, ça n'était pas du rejet de l'autre, c'était du pragmatisme, c'était juste de l'expérience. Se dire qu'aucune des sociétés multiculturelles qui sont intervenues dans l'histoire de notre humanité ou de nos humanités, aucune société multiculturelle n'a pas à un moment basculé multiconflictuel, à essayer de maintenir sur un même territoire des gens de culture, d'origine, de pensée, de mœurs totalement différentes, ça n'est jamais viable. Et la personnalité
le mouvement politique qui a brandi ce sujet et qui, au moment où tout le monde lui dégueulait dessus, a tenu bon, ça a été Le Pen et le Front National. À Toulon, quand on a, dans un milieu, là aussi, il faut se rappeler des affaires de l'époque, de l'impact et de la pression des bandits, des mafias, de toutes les menaces, ceux qui ont tenu bon et qui sont restés le front haut, ça a été les élus du Front National qui ont perdu cette ville, bêtement, et qui n'ont pas su, par leur division et par un peu d'abandon, je dois le dire, c'est pas le cas de tous. On a beaucoup d'amis qui, même si ça commence à dater, qui sont toujours là, mais qui se sont un peu désespérés à tort. Et là aussi, la même personne dont je parlais tout à l'heure, Maurras, disait qu'en politique, le désespoir est sottise absolue. Il faut être capable de se dire que l'avenir commence toujours demain. Ne jamais avoir honte, reconnaître les erreurs ou les errances que nous avons pu avoir, mais ne jamais regarder nos souliers quand nos adversaires politiques qui ont mené notre ville, notre département, notre région, et plus grave encore notre pays, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, ce sont eux les responsables, ce sont eux qui devraient avoir honte, et ce sont eux que nous foutrons demain dehors par votre aide, et je vous remercie de votre attention. Alors, moi, je me fais gronder par Marcel qui me dit « tu aurais dû dire que ». Alors, tu peux nous dire quoi? Oui, quand on a pris la mairie de Toulon, dans les bureaux, ils avaient tout cassé. Les ordinateurs, ils avaient tout débranché. Oui, il faut le savoir, ça. Voilà, parce que ça n'a jamais été trop dit, si ce n'est que par nous. Mais je peux te dire, et Nathalie le sait, elle est la présente aussi, quand on a pris les bureaux en mairie, les ordinateurs et tout étaient tout cassés. Alors non seulement on a payé des dettes de Russie, mais il a fallu tout racheter. Merci Marcel.